Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce tout premier numéro de votre émission Entretien exclusif. Entretien exclusif qui reçoit aujourd'hui pour vous Maître Benowende Stanislas Sankara. Il est le président de l'UNIR MPS, l'Union pour la Renaissance, mouvement patriotique sankariste. Bonjour maître et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour monsieur Dabira, j'avoue que c'est un honneur et vraiment un plaisir pour moi. Et soyez la bienvenue. Novembre 2022, date anniversaire justement de l'UNIR MPS, donc ça fait 22 ans que l'UNIR MPS existe. En 22 ans, qu'est-ce que vous pensez avoir apporté à la scène politique, à la vie politique nationale, mais surtout à la démocratie au Burkina Faso? Je crois que aujourd'hui, il n'est plus un secret pour personne que tout le monde est sankariste. Au Burkina Faso, même ceux qui ont combattu farouchement le président Thomas Sankara se sont rendus à l'évidence, se sont rendus compte aujourd'hui que son idéal, que le combat politique qu'il menait pour le Burkina Faso et pour l'Afrique était un combat libérateur. Et je pense que ceux qui ont porté haut ce flambeau, d'abord, ce sont ces hommes et ces femmes qui, dès le 15 octobre 1987, ont refusé l'opprobre et ont tenu haut ce flambeau que nous venons d'ailleurs de passer à la jeunesse, à la faveur du 15 octobre 2022, la date fatidique, 35e anniversaire de l'assassinat du président Sankara, et entre autres, au président capitaine Ibrahim Traoré. Donc vous voyez, je résume pour dire qu'il a fallu que ce combat politique ait été mené pour qu'aujourd'hui le président Sankara reste une icône mondiale. L'UNIR MS a vu le jour le 1er novembre 2000, suite à une assemblée générale constitutive qui a eu lieu à Boussé dans le Kourouéro. Et pendant 22 ans, nous avons mené ce combat pour que le président Thomas Sankara, sa mémoire, reste intacte, mais aussi que de génération en génération, ses idées politiques puissent se perpétuer. Puisse se perpétuer après 22 ans de cette lutte-là que vous avez dû mener. Est-ce que vous avez l'impression que les Burkinabés ont incarné, est-ce que ce travail a véritablement porté fruit quand on sait comment les Burkinabés sont aujourd'hui en porte-à-faux avec les idéaux justement de Thomas Sankara? Une très bonne question, parce que j'ai dit tout à l'heure que chaque Burkinabé a comme référentiel le président Thomas Sankara. Mais chacun à sa manière. Chacun à sa manière. Oui. Vous prenez n'importe qui, dès lors que vous posez un acte, il peut dire « Ah, c'est sankariste ou c'est pas sankariste ». Aujourd'hui même, des Burkinabés ne se gênent même pas pour dire que aujourd'hui le nom Sankara est utilisé comme fonds de commerce par des partis qui se disent sankaristes. Non seulement, j'en venais, le nom de Thomas Sankara est dans tous les domaines. Vous avez le nom de Sankara en politique, avec les partis politiques. Et la petite histoire, en 2009, nous avons demandé à l'Assemblée nationale des réformes. Et l'UNIR MS avait proposé que tous les partis politiques qui portent l'effigie du président Sankara là, changent d'effigie. Parce que le président Sankara est un héros national qui appartient, comme le drapeau national, à tout le monde. Mais il y a des partis sankaristes qui nous ont pris à partie. Mais nous avons présenté l'œuf
la main qui tient l'œuf, pour dire que nous symbolisons notre sankarisme à travers un projet de société conçu sur la base du discours du président Sankara du 4 août 1987. À savoir, ne pas faire un pas sans le peuple. C'est ça qui nous rattrape. Produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui on fait un pas sans le peuple? Comme vous dites que ça oui, mais c'est ça qui nous rattrape, parce que si vous voyez l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, c'était une insurrection inédite, mais sankariste. Beaucoup l'ont reconnu. Mais par la suite, vous voyez que nous sommes tombés aujourd'hui à des coups d'État. C'est pour dire que la réponse sankariste n'a pas suivi, si vous voulez, la marche de notre peuple, la marche historique de notre peuple. Mais je réponds à votre première question pour dire que Sankara est dans tous les domaines, en politique, mais pas seulement en politique. Vous avez Sankara désormais dans les affaires, dans le commerce, même international. Vous avez Sankara dans l'art, dans la chanson, dans la musique, dans le théâtre, dans le cinéma. Vous avez Sankara partout. Et quelqu'un, comme le professeur Lassablera disait, docteur Lassablera, que Sankara partout et nulle part. Nulle part, finalement. Voilà. Nulle part, ça c'est de la responsabilité organisationnelle, j'allais dire des partis politiques, qui se réclament de son idéal, parce que les partis politiques visent la conquête du pouvoir d'État, mais n'y arrivent pas. Ça, c'est une autre paire de manches. Alors, vous avez tantôt parlé des insurrections, l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Vous avez joué un rôle déterminant à cet événement-là. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'acquis 8 ans après? Bien sûr, il y a beaucoup d'acquis. Le premier acquis fondamental, c'est que l'insurrection était porteuse de valeurs. Et ces valeurs ont été consignées dans la charte de la transition. Je veux par exemple, entre autres valeurs, en dehors de la dignité de notre peuple, de son intégrité, si vous prenez simplement au plan de la liberté, comme la liberté d'expression, c'est un acquis insurrectionnel. Mais ces acquis-là découlent de plusieurs années de lutte. C'est pas ex nihilo. On ne s'est pas levé les 30 et 31 octobre pour avoir ces acquis. Mais les autres valeurs dans la charte, est-ce qu'aujourd'hui ça se perçoit? La liberté de presse, oui, mais les autres valeurs, est-ce que les politiques ont pu travailler à ce que ces autres valeurs-là soient incarnées aujourd'hui par les peuples? Tantôt, je vous disais que les politiques publiques n'ont pas relevé ce défi. Notez bien qu'en 2015, après l'insurrection et après la transition, notre pays a connu une des élections les plus transparentes, les plus crédibles, et cela était mondialement reconnu par tous les observateurs. Le président élu, Roch-Marc Christian Kabore, a été élu au premier tour. Le chef de file de l'opposition politique, qui était candidat, était le premier à le féliciter. Et le monde a applaudi cela. Exactement, oui. Le monde a applaudi cela. Mais malheureusement, le terrorisme s'est invité. La gouvernance a été plombée. Le Burkina Faso a sombré. Le 24 janvier 2022, c'est un coup d'État militaire qui s'invite dans la démocratie. Donc, coup de grâce sur la démocratie et les institutions de la République. Aujourd'hui, nous assistons depuis le 30 septembre à une révolution de palais. C'est-à-dire un coup d'État militaire dans un coup d'État militaire. C'est pas ce que nous avons voulu. Parce qu'un parti politique est né pour apporter une contradiction démocratique dans le débat. C'est ça la République.
Alors, vous avez dit en tant que la gouvernance a plombé, alors vous avez pris part au gouvernement de Roch Marc Christian Kaboré. Si ça a plombé, à qui la faute? La faute, naturellement, revient au gouvernant. N'ayons pas peur de cela. Parce que le président Roch Marc Christian Kaboré a été élu sous la base de son programme politique. Il avait un projet de société de la social-démocratie. Mais le MPP n'avait pas suffisamment de députés à l'Assemblée nationale pour établir l'équilibre institutionnel. Les Burkinabés ont la mémoire courte. Nous, à l'UNIR MPS, avec nos 5 députés, nous avons apporté une alliance qui devrait permettre à l'État du Burkina Faso d'avoir des institutions. Parce qu'avec nos 5 députés, le MPP a pu avoir une majorité qui lui permettait d'avoir un Premier ministre. Et maintenant, de décliner la feuille de route de son action politique. Deuxièmement, les Burkinabés ont la mémoire courte. Quand le président Roch Marc Christian Kaboré a pris le pouvoir d'État, mais quelques semaines après, c'était des attaques les plus atroces au plan du terrorisme qui s'est finalement installé. Il y a eu la chienlit. Donc, dans un État même qui était de guerre, comment un pouvoir démocratique civil pouvait-il effectivement relever les défis de la gouvernance dans ces conditions? C'est là où vous allez comprendre les efforts du gouvernement Roch Marc Christian Kaboré. Moi, j'étais à l'Assemblée nationale comme député. Il y avait des camarades dans le gouvernement, il y en avait 2, au niveau de l'environnement et au niveau de l'élevage. Voilà, je pense que chaque ministre peut faire le bilan de ses actions, prises individuellement. Mais je rappelle cela pour dire, par exemple, il y a eu la loi de programmation militaire qui a accordé à l'armée suffisamment de moyens financiers. Il y a eu le programme d'urgence pour le Sahel. Qu'est-ce qui explique le fait que ces moyens-là, et souvent on le dit, ce n'est plus un secret de polichinelle, on ne l'utilise pas à fond. Moi, je pense qu'il faut faire des audits et situer les responsabilités. Il n'y a pas de raison qu'on dégage des milliards, des centaines de milliards pour l'armée, pour défendre le peuple. Et puis aujourd'hui, vous avez l'actuel chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui reconnaît que la hiérarchie militaire s'est embourgeoisée. Le rapport d'Inatra ne sort pas, pourquoi? Donc il y a un problème. Au sein de l'armée, en tant qu'institution. Ah oui, il faut faire la catharsis et de cette catharsis, un diagnostic clair et apporter des solutions radicales. D'abord pour que l'armée burkinabé, qui aujourd'hui n'est plus vraiment cette armée que nous avons connue quand on était jeunes, puisse se ressaisir. Tout le mal du Burkina, c'est dans l'armée. Tout le mal du Burkina, de notre pays, c'est dans l'armée. Si on veut un changement profond, il faut déjà passer par des audits à ce niveau-là. Alors, nous parlons de l'armée et nous y restons pour parler justement de ce débat qui est houleux en ce moment avec les questions de partenariat russe, anti-français. Quelle analyse vous en faites quand vous... Moi, je suis de ceux qui ont connu ce qu'on appelle la guerre populaire généralisée. C'est-à-dire l'armée, la sécurité du peuple, c'est d'abord son affaire. Nous disons que les Burkinabés doivent d'abord prendre en main leur propre destin. Les observateurs disent que la Russie a des accords diplomatiques avec le Burkina Faso depuis presque 50 ans. La France, depuis la colonisation, etc., etc. Nous avons aussi un partenariat avec d'autres pays, les États-Unis, des pays africains. Et les rapports diplomatiques d'un État relèvent de sa souveraineté et de son appréciation stratégique en fonction du moment. Si la Russie peut apporter en tant qu'ami du Burkina Faso un appui pour que nous sortions de là,
nous apprécions en toute souveraineté et on prend des décisions. Si les accords français, aujourd'hui là, sont des obstacles, nous les dénonçons en toute souveraineté et nous proposons un partenariat gagnant-gagnant. Mais chaque fois je dis, mais pourquoi aller très loin? Parce qu'aucun Français, aucun Russe, aucun Chinois ne viendra mourir ici gratuitement, alors que nous-mêmes, nous pouvons relever ces défis de façon endogène. Que devient la CEDEAO? Que devient l'Union africaine avec toutes ces propositions? On a vu de par le passé, comme les forces ECOMOG, on a fabriqué un G5 Sahel moribond, tout simplement parce qu'il y a des intérêts impérialistes derrière, parce que tous ceux qui veulent exploiter et continuer d'exploiter nos populations n'ont aucun intérêt à ce que nous puissions nous affranchir. Nous dénonçons ces accords et nous les apprécions parce que nous estimons que nous sommes un peuple libre et indépendant. Est-ce que ce n'est pas justement à cause de tous ces faits-là, et vous avez parlé du G5 Sahel et tout, est-ce que ce n'est pas à cause de tous ces faits-là aussi que les populations aujourd'hui en ont marre et demandent un changement radical? Oui, notre peuple a raison, parce que quand vous coopérez avec celui-là, qui a été votre maître, excusez-moi l'expression, parce que les Français ont colonisé l'Afrique, dont la Haute-Volta, on ne va pas revenir interroger l'histoire. Et depuis ce temps, quand on parle de partenariat privilégié, c'est avec la France. Mais notre jeunesse se demande qu'est-ce que cette relation nous a apporté. Si vous interrogez effectivement notre relation sous 7 ans et vous vous rendez compte que c'est comme si ça nous apporte absolument rien, mais bien au contraire, c'est un boulet au pied, eh bien vous voulez vous affranchir. Et le combat mené par les populations à l'heure actuelle, c'est un combat de libération qu'on aurait dû mener depuis plus de 60 ans. Donc vous comprenez que c'est le ras-le-bol, parce que aujourd'hui la jeunesse pense que si, à l'orée des indépendances, en dehors de la Guinée et d'autres pays qui ont eu le courage de dire non à la France, aujourd'hui il faut le dire avec force, mais avec manière. Avec la manière. Avec la manière. La manière pour moi, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Si nous sommes dans un giron international où tout se discute, on discute intérêt. On n'a pas à nous imposer un accord. Et c'est ça qui énerve. Parce que les faits sont là. Si on considère, par exemple, que pendant qu'il y a des attaques meurtrières dans une localité, et qu'une base française peut coopérer ou intervenir et ne le fait pas, c'est un crime abominable. C'est un crime. Pourquoi alors cette unité est sur notre sol? On ne comprend pas. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Et aucun humain ne peut comprendre cela. Voilà pourquoi, effectivement, moi, je comprends la réaction des populations qui disent, mais dans ces conditions-là, eh bien, changeons. Mais je dis, changeons, mais faisons avec la manière. Faisons attention même. Chaque fois, je dis, il ne faut pas enlever un impérialisme pour mettre un autre. Tout à fait. Vous allez le regretter. Faisons très attention. Et je reste dans la philosophie du président Sankara pour dire, prenons d'abord en main notre destin. Alors, Monsieur le Président, vous avez passé le flambeau lors du 35e anniversaire de Thomas Sankara, justement. Qu'est-ce que vous attendez de cette jeunesse-là en passant justement ce flambeau? Qu'est-ce que vous espérez désormais? Quand moi je passais le flambeau, j'ai dit aux jeunes qui ont pris le trophée que je ne lui donne pas seulement un trophée. Ça c'est pour la caméra, c'est pour les médias. Je lui ai remis à mes propres l'engagement que mes camarades et moi avons pris le 15 octobre 2000. Je dis bien le 15 octobre 2000. 2 semaines avant la naissance du parti. Nous avons juré sur la tombe du président Thomas Sankara
de lui rester fidèle dans son combat politique. Et j'expliquais aux jeunes, si aujourd'hui vous revendiquez votre place, le rôle que vous devriez jouer, c'est cet engagement-là. Il a pris, il a lu et il a dit, ah, maître, j'ai compris. J'aurais aimé que ce message-là soit lu. Malheureusement, le protocole n'a pas permis tout cela. Il y a eu, il faut le reconnaître, une cacophonie organisationnelle à ce niveau-là. Mais ce que moi je veux que les jeunes comprennent, n'est pas Sankara ce qu'il veut. Mais qui peut. Parce que ça demande d'énormes sacrifices. D'abord, des sacrifices en soi et pour soi. C'est ça d'abord. Et personne ne peut dire qu'il est Sankara. C'est pas possible. Sankara est unique en son genre. Et je précise que nous, à l'UNIR MPS, nous n'avons pris qu'un seul volet de Sankara pour en bâtir tout un programme politique. Le discours du 4 août 87. Mais Sankara, c'est autre chose aussi. Chacun y puise. Très clairement. Alors, monsieur le Président, nous avons moins de 3 minutes maintenant pour terminer cette émission. Alors, vous avez été récemment ministre en charge donc de l'urbanisme. De l'habitat et de la ville. De l'habitat, oui, justement. On a un nouveau ministre. Quels sont les défis majeurs qui se présentent à ce dernier-là pour terminer? Mais bien avant, est-ce que vous craignez des audits au sein de votre ministère? Pas du tout. Au contraire, je le souhaite. Pas du tout. Je le souhaite. Je le souhaite. Je pense que quand Damiba est arrivé, il a annoncé, moi, je veux bien. Pourvu que ce soit des audits qui soient faits dans les règles de l'art, en toute transparence, et chacun se portera mieux. Parce que j'ai été dans ce ministère où j'ai fait exactement 1 an. J'ai fait environ 12 mois. Hein. Et vous connaissez les réformes que M. Sankara avait engagées dans le ministère de l'Urbanisme. Entre autres, nous avons dit avec courage, il faut revenir sur le statut de la terre, du foncier. Nous avons créé des commissions pour cela. Nous avons mis un stop. Nous avons arrêté l'activité des promoteurs immobiliers. Parce que c'était la source de l'accaparement des terres. Nous avons fait des statistiques, on a évalué tout cela. Nous avons été débarqués. Quand moi j'ai terminé mon CACEM le vendredi, les résultats du CACEM sont là. J'ai atteint plus de 61% de performance malgré les contraintes budgétaires. Et c'est un ministère qui n'avait pas plus de 5 milliards de francs. Le ministère de l'Urbanisme. Vous parlez de contraintes budgétaires, il va sans dire que d'énormes défis se présentent à votre désormais remplaçant. Non, moi je ne parle pas de ceux qui sont venus me remplacer. Je n'ose pas les juger, pas du tout. Ils ont leur politique, ils ont leur feuille de route, donc je n'interviendrai pas sur leur action gouvernementale, pas du tout. Je ne sais pas ce qu'ils doivent faire. Mais moi je parle de ce que j'avais à faire comme feuille de route. Et nous avons fini même les réformes au sein du ministère. En quelques 12 mois. Oui, en 12 mois, nous avons fini toutes les réformes. Il restait maintenant à engager les actions terrain. Donc, mes successeurs peuvent trouver, en tout cas, au niveau du ministère, de quoi aller vite et bien. Tout est tracé pour aller plus vite et même bien. Il s'agit simplement d'avoir un courage politique, une volonté politique pour prendre des réformes dans l'intérêt exclusif de notre peuple. Maître Binouende Stanislas Sankara, merci pour ce temps d'entretien. Et c'est un premier numéro, ce fut un plaisir pour nous également. Tout le succès, je vous le souhaite. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés tout au long de cette émission et rendez-vous très prochainement avec un autre invité sur les questions majeures de l'actualité nationale.